Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de l'ESNA. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le docteur François Gonneau pour une interview sur le thème des bienfaits de l'acupuncture sur la sphère physique mais également psychique des animaux. Merci d'avoir répondu présent à mon invitation. Bienvenue. Je vais te laisser te présenter. Voilà, moi je suis François Gonod, je travaille à Tarbes depuis plus de 30 ans, praticien généraliste vétérinaire qui intègre au quotidien l'acupuncture dans sa pratique. Alors mon parcours, ça a été le hasard d'un premier emplacement chez un vétérinaire qui était également généraliste et acupuncteur, qui m'a suggéré un sujet de thèse, le sujet de thèse, et après c'est une spécificité que j'ai creusée en allant chez différents praticiens vétérinaires et avec toujours cette idée que l'acupuncture n'était pas alternative mais complémentaire. Et d'ailleurs, avec le temps, je me suis aperçu que toutes les médecines étaient complémentaires, que ce soit des médecines de chimiothérapie, de rayons, de médicaments, de physiothérapie, d'acupuncture. On est dans des choses qui s'emboîtent les unes dans les autres et ça fait un grand puzzle qui est une médecine de qualité. C'est-à-dire que j'ai jamais été dans cette espèce de choix d'église où il fallait choisir entre une médecine douce ou une médecine pas douce. Qu'est-ce que c'était qu'une médecine douce? Parce qu'on plante quand même des aiguilles, c'est pas évident. J'ai toujours été dans cette idée que j'avais un outil de plus dans ma trousse à outils et que cet outil s'appelait acupuncture. Et ce qui m'a beaucoup plu dès le début, c'est que c'est un outil qui me paraissait très complémentaire de ce qu'on apprenait en médecine, on va dire occidentale, pour opposer à la médecine orientale. On n'était pas dans quelque chose qui contrariait ou qui contredisait, mais on était vraiment dans quelque chose qui complétait. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu dans le fait d'une part de la pratiquer et d'autre part également de l'enseigner, puisque à l'école Veto, je fais toujours depuis plus de 30 ans, pareil, un cours d'initiation à l'acupuncture sur une vingtaine d'heures et sur 3 jours pour que les gens sachent comment ça marche, quelles sont les réalités physiologiques, sur quoi ça marche et aient envie éventuellement d'avoir des formations plus complètes par la suite. D'accord. Tu t'es formé de par la proximité à Toulouse ou ailleurs? Alors, je me suis formé en prenant l'annuaire roi, en prenant les vétérinaires acupuncteurs. Il n'y en avait pas des tonnes il y a 30 ans, il y en avait, hein, et je suis allé les voir un peu les uns après les autres, en voyant un peu, en travaillant un peu avec eux, notamment le docteur Hutzler à Bordeaux. C'est lui qui avait été mon premier emploi un peu par hasard, mais on sait toujours qu'il n'y a pas de hasard. Il avait, en allant chez différentes personnes comme Molinier, de Montois, Jeanne Sec, des noms qui parlent à ceux qui connaissent bien l'acupuncture, eh bien j'ai pu apprendre et puis surtout me lancer un petit peu. Et ensuite, sur l'école vétérinaire même, il y avait un professeur de chirurgie, le professeur André Casieux, qui était très intéressé par l'acupuncture, qui avait lui-même suivi les cours d'acupuncture à la faculté de médecine de Toulouse et avec lequel nous avons également pratiqué et qui avait, avant que je sois à l'école Veto, pratiqué des anesthésies, 80 anesthésies, analgésie plus exactement par acupuncture, sur des opérations de piomètre. Donc, ce n'était pas quand même des opérations superficielles. Ouais, exactement. D'accord. Alors, ma première question, enfin, avant de démarrer ma première question, parce que je souhaite préciser que tu n'es pas que vétérinaire, acupuncteur, tu es aussi écrivain, romancier. Donc, tu as déjà écrit des romans. Est-ce que tu peux nous en parler quand même un Alors, petit j'ai peu? publié, oui, c'est sympa d'en parler aussi. C'est vrai que c'est plus un hobby puisque je ne vis pas de ma plume, mais j'ai été édité pour de nombreux ouvrages. J'ai été édité d'abord pour un recueil de nouvelles, puis un recueil de poésie ou chansons. Et plus récemment, pour 3 romans qui s'appellent Pas ce qui aime, Limite, L apostrophe limite, et Polar Maniac. C'est un jeu de mots puisque le circuit de Nogaro s'appelle Paul Armagnac et non Mhm. pas Polar Maniac. En fait, c'est très facile à retrouver ces livres qui sont assez légers, qui sont faits pour être lus à la plage et pendant les vacances, on va dire, avec une playlist qui est jointe de musique à écouter en même temps, pas mal de jeux de mots et des situations qui mêlent un peu l'humour, les jeux de mots justement, et puis l'amour aussi, qui compte beaucoup pour moi. Et pour trouver tout ça, il suffit de taper sur Internet Gono, G-O-2-N-E-A-U, écrivain. Et en tapant Voilà. Gono, François écrivain, Gonneau, écrivain. Je mettrai le site sur le lien du site sur, dans les commentaires de cette interview pour ceux qui seraient curieux et intéressés donc de connaître cette facette. Alors, curieusement, hein, on pourrait croire que
tu as été édité sur des sujets avec, en rapport avec les animaux ou l'énergétique, mais pas du tout. Absolument Donc, pas. et ça nous va très bien. Alors, pour revenir à notre thématique, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste l'acupuncture? Qu'est-ce que c'est? Alors l'acupuncture, c'est une médecine, on disait, on la réduisait un peu à une époque au nom de réflexologie, c'est-à-dire en fait qu'on va, par le biais d'une aiguille, qui est ni plus ni moins qu'un petit outil électrique, parce qu'une aiguille, si vous la regardez un jour d'acupuncture, c'est une pointe de métal mousse au bout, c'est-à-dire qu'elle n'est pas tranchante, c'est pas du tout comme une piqûre d'injection. Si vous regardez de très près une aiguille avec laquelle on vous fait un vaccin, vous allez percevoir qu'elle se termine comme la pointe d'un couteau. En biseau, évidemment, elle est creuse pour injecter le vaccin. Si vous regardez de très près avec une loupe, par exemple, une aiguille d'acupuncture, ça se termine comme une pointe de stylo. C'est-à-dire que c'est pas piquant, c'est pas violent, ça se glisse un peu dans les tissus. Il y a juste le passage de la peau qu'on peut un peu sentir. Et du fait que sur son sommet, il y a une spirale, généralement de cuivre ou en tout cas d'un métal différent qui est enroulé autour de la partie principale, ça devient un mini générateur, puisque ceux qui font de la physique sachent qu'on crée un courant induit Mm. courant faible voltage, en enroulant un métal autour d'un autre métal. Voilà. Donc finalement, on a un mini générateur électrique qui va aller taper sur un nerf, mais taper avec une pointe qui n'est pas douloureuse. C'est-à-dire qu'en arrivant sur le nerf, il ne va pas y avoir une douleur épouvantable, il ne va pas y avoir de douleur du tout d'ailleurs, on va déclencher une réaction de ce nerf de deux types, soit en le stimulant, en lui disant, allez, bouge-toi, je te stimule, soit en l'apaisant et en disant, calme-toi, arrête de t'enflammer, c'est le cas de dire, ou de t'inflammer, et je vais te relâcher, te décontracter. D'accord. Alors, et comment ça se présente, cette carte? On travaille sur des méridiens, on Oui, travaille alors sur les nerfs. il y a eu un gros travail on va dire, de théorie qui a été fait par les Chinois, puisqu'évidemment, parler de nerfs, bien sûr qu'ils savaient que les nerfs existaient, mais parler de neurologie, de dépolarisation et même d'électricité, ça n'existait pas, puisque les premières traces de l'acupuncture remontent à plus de 2000 ans. Auquel cas, l'électricité était totalement inconnue. Le gros essor de l'acupuncture, là où c'est vraiment les grandes lettres de noblesse, c'est autour de l'an 1000. Donc toujours pas d'électricité autour de l'an 1000, mais pourtant ces aiguilles avec un tortillon enroulé autour de la partie principale qu'on appelle la lame de l'aiguille. Donc c'est assez étonnant. On se demande comment ils ont eu d'ailleurs l'idée de ce générateur sans le savoir. Mais en tout cas, les théories d'acupuncture sont assez riches et permettent de mettre en parallèle la nature et les cycles naturels notamment. Les cycles naturels, c'est matin, midi, soir, c'est printemps, été, automne, hiver, c'est jeunes, adultes, vieux, bébés ou vieillards. Ce sont tous ces cycles qui tournent en rond et qu'on peut mettre en parallèle, puisqu'effectivement, on a tendance à dire que ben, le matin, ce serait un peu comme un printemps ou comme le matin de la vie, le midi, pareil, ce serait un peu comme un été ou le midi de la vie, etc. Et ces parallèles vont permettre petit à petit, et ça c'est assez original, de mettre en parallèle les saisons, les cycles naturels avec les organes, et de mettre en place toute une théorie qui débouche sur des résultats qui, eux, sont réels et qui ont été expliqués, bien sûr, autrement que par le printemps et les parallèles avec la nature, mais toujours est-il que ces analogies avec la nature ont permis de faire une physiologie facile à retenir, très imagée, et dont les effets ont été démontrés par la physiologie moderne, et ils sont très complexes, puisqu'il y a de la neurologie, il y a de l'endocrinologie, il y a beaucoup de choses qui sont mises en œuvre à partir de ces choses qui ont été découvertes simplement par des parallèles avec la nature. D'accord. Et j'avais une question à te poser. Est-ce que le choix du métal, donc qui est enroulé au-dessus donc de la tête hein, de cette aiguille, est-ce qu'il a une incidence? Alors, traditionnellement, oui, il y avait les aiguilles d'or, les aiguilles d'argent, les aiguilles de cuivre qui avaient on va dire, des résonances différentes, mais c'était sur des différences d'effets qui étaient apparemment relativement minimes. Il y a même eu des mesures qui ont été faites pour voir si les effets étaient très différents d'un métal à l'autre. Il n'y a rien qui ressort de très spectaculaire. Je pense que c'était un peu de l'ordre de l'intention, c'est-à-dire que peut-être que l'aiguille d'or, on pensait qu'elle allait être plus puissante ou plus ceci ou plus cela.
que l'aiguille d'argent. Ce qui comptait, en fait, c'était surtout cette espèce le fait que les aiguilles soient bimétalliques et qu'il y ait des échanges ioniques entre les deux lames, enfin les deux métaux. Mais évidemment, ça, on ne connaissait pas ce paramètre-là à l'époque où les aiguilles d'acupuncture ont été mises au point. Et peut-être que tout simplement, en ayant mis le même métal sur la bobine et sur la lame, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas beaucoup d'effet, alors que quand on mettait un métal noble, par exemple le cuivre, l'or ou l'argent, eh bien, tout d'un coup, miracle, c'était beaucoup mieux, c'était chouette, et ça marchait, et qu'on a attribué ça aux vertus de l'or et de l'argent, alors qu'en fait, c'était simplement deux métaux différents. D'accord. Alors moi, je vais te poser des questions très terre à terre et très pratico-pratiques, hein. Donc, comment sais-tu quel est le méridien, le point exactement à aller stimuler? Comment ça se passe? Ou Alors, tu les en essayes méridiens, plusieurs avant? il y a des cartographies qui ont été faites, et même pour les vétérinaires, puisqu'il y avait des vétérinaires acupuncteurs qui étaient plutôt, on va dire, un peu des maréchaux ferrants ou des employés d'agriculture, on va dire. Eux, ils n'avaient pas le cours avec la théorie, l'énergie qui circule, etc. Ils avaient une carte de points qui s'appelait d'ailleurs avec des noms pratico-pratiques, comme tu dis. Il va s'appeler porte du vent. Ah ben, on a un torticolis derrière le cou, hop, on va piquer à cet endroit-là. Un autre qui s'appelait relâche je sais pas moi, relâche l'intestin ou des choses comme ça. Il y avait des points qui avaient des points recettes, on va dire en quelque sorte. Et sinon, dans la grande théorie, on va dire, les méridiens sont des lignes verticales qui relient des points dévolus tous à une même fonction, la fonction hépatique, la fonction pulmonaire, la fonction cardiaque. Et on trouve cet alignement de points verticaux. C'est pour ça qu'en français, on les a appelés méridiens. C'est un terme français d'ailleurs. Les Chinois parlent plutôt de faisceau d'énergie. Sur cette liste de points, certains sont de meilleurs, on va dire, ambassadeurs de l'organe et euh, de meilleures zones pour dialoguer avec l'organe qu'on cherche à stimuler ou à calmer, la vessie, l'estomac, le poumon. Et ce qui est intéressant, c'est que là, tu parlais dans l'introduction du côté psychique et du côté physique, c'est que pour chaque organe, le foie, le rein, l'estomac, etc., il y a un mouvement qui est associé, et ce mouvement, mais comme par hasard, c'est celui qui correspondrait au méridien qui est tracé sur le corps. Si vous avez un méridien qui passe devant le genou, ben, le mouvement, ça va être de lancer votre jambe vers l'avant. S'il passe derrière la jambe, le mouvement, ça va être de ruer vers l'arrière. Donc, vous avez pour chaque méridien un mouvement associé et également un climat psychologique associé. Je prends un exemple, la vessie, c'est justement la ligne qui passe derrière mon genou et derrière ma jambe et derrière mon dos. Le mouvement, ça va être de me cambrer en arrière et de lancer les jambes vers l'arrière. Le côté psychologique, ça va être la peur. Et d'ailleurs, on retrouve souvent des termes dans on va dire, la dialectique populaire, on dit pisser de trouille. Oui. Donc, la trouille est associée, la peur est associée au rein et à la vessie. La joie est associée au cœur et à l'intestin grêle. On dit avoir le cœur en joie. L'anxiété est associée à l'estomac. On sait très bien que quelqu'un qui se creuse son ulcère à l'estomac est anxieux. La colère est associée au foie et à la vésicule biliaire. On dit souvent de quelqu'un qui est colérique qu'il a un tempérament bilieux. Vous voyez, il y a des parallèles qui sont assez étonnants et qu'on ne trouve pas dans la médecine, mais dans la sagesse populaire, en quelque sorte, qui est née de l'observation, tout comme l'acupuncture. D'accord. Alors, j'ai corsé un petit peu plus ma question. Euh, alors, on peut très bien avoir un organe physique. Parce que pour le dissocier de l'organe fonction, donc l'organe fonction, c'est l'organe auquel on va associer justement l'émotion, hein, donc la joie, la tristesse, la peur, etc. Euh, supposons, je viens voir avec un animal qui a une dysfonction, par exemple, au niveau de la vésicule biliaire. Euh, vous allez Enfin, tu vas certainement, ou vous, enfin, acupuncteur, comment vous faites pour vous dire, est-ce que c'est vraiment cet organe-là qui est en dysfonction?
Ou est-ce que c'est par exemple le foie qui s'est mis en dysfonction et du coup la vésicule biliaire, elle surchauffe, elle s'est mise en surcharge. C'est un peu comme en ostéopathie. On a la lésion primaire et les lésions suivantes, les lésions secondaires. Et effectivement, on a souvent une cascade de pathologies. Mm. Alors, ce qui est très sympa, c'est que l'acupuncture, finalement, par ses actions sur les méridiens, sur les organes, sur les nerfs, va avoir toujours une fonction régulatrice. C'est-à-dire qu'on ne peut pas entraîner en quelque sorte un peu plus dans le déséquilibre. On va toujours revenir vers l'équilibre quand c'est possible, évidemment, quand tout n'est pas trop abîmé, on va dire. Au-dessus. Si je sens un organe qui est son point d'acupuncture, le point, c'est un lieu de dialogue. Il va me dire, j'ai mal là, donc la vésicule biliaire ou le foie a un problème, et je te traite là, donc je traite la vésicule biliaire. C'est un petit peu comme le point d'acupuncture, c'est un peu comme un messager nerveux qui dirait, tiens, je suis en train de capter, de rapporter qu'il y a un problème en dessous et Mm. donne-moi une information par ton aiguille pour que je règle le problème. C'est-à-dire que c'est une zone de dialogue en quelque sorte. Mm. Et si un organe est malade parce qu'un autre un peu plus haut est également malade, on va trouver également les points de l'autre organe on va remonter un peu la cascade Mm. et on va pouvoir réguler aussi bien la cause que la conséquence. C'est une chasse au trésor. Ben, comme en On médecine, a des indices. Ouais. en médecine, on est souvent dans le même truc. La personne qui a mal au dos, ça peut être simplement parce qu'il a voulu porter un truc trop lourd, mais ça peut venir d'un autre organe, ça peut venir de toute une cascade de problèmes. Et effectivement, un médecin, qui soit acupuncteur ou pas, il est toujours en train de faire une enquête quelque part. Sauf que l'acupuncture, c'est ce que j'explique aux élèves, vous donne des voyants supplémentaires gratos, comme on rêverait d'en avoir dans certaines voitures, où on verrait aussitôt que, ah ben tiens, j'ai la pression d'huile, la température d'huile, la température du moteur, etc. Maintenant, dans les voitures, on n'a plus que des voyants d'alarme qui nous Mm. disent ça va pas. Mais ce qui serait vachement intéressant, ça serait d'avoir des voyants qui nous disent si tu continues comme ça va pas aller dans un petit moment. Et, euh, et ça, on l'a en acupuncture, puisque dès qu'un organe est perturbé, il va traduire cette perturbation Mm. par les points d'acupuncture, et quelquefois même cette perturbation, elle sera visible. C'est-à-dire que la façon de se tenir de l'animal, le fait qu'il manque des poils, une zone irritée ou au contraire une zone froide et moche, Mm. eh bien ça va nous dire, va peut-être jeter un petit coup d'œil du côté du foie, va faire une prise de sang, pourquoi pas, il y a quelque chose qui est pas net dans ce coin-là. D'accord. Alors, je vais faire comme si je connaissais rien, encore une fois. Euh, Tu dis que bah, l'aiguille donne des indications. Comment... Le point de notre désindication est qu'on peut les traiter à l'aiguille. Voilà. Ouais, mais comment on le voit? Comment tu le vois, toi? Alors déjà, on peut le voir à l'œil nu, avec des zones qui sont dépilées, à un endroit Oui, où la d'accord. Mais peau est lisse, quand tu et quand je vas... Comment quand je l'aiguille te parle? Alors l'aiguille, d'abord le doigt va me parler parce que on va voir si c'est la palpation avec le doigt est douloureuse, si le point est chaud, si le point est froid. Et quand je mets l'aiguille, je vais souvent sur un point d'ailleurs qui le nécessite, que ce soit en trop ou en pas assez, avoir une impression oh, c'est un peu exagéré, mais des fois on a presque l'impression que l'aiguille est aspirée, quoi. C'est-à-dire qu'on passe la peau et alors là on part dans un tunnel. Sur certains points, c'est un point notamment derrière le genou. C'est assez impressionnant. On a presque l'impression qu'il y a un petit lutin qui vous tire l'aiguille à l'intérieur. Et je pense que ce sont des réactions de type, effectivement, polarisation, dépolarisation, c'est-à-dire des réactions bioélectriques, on va dire, qui D'accord. jouent ce rôle un peu d'attraction, on va dire, et de préhension de l'aiguille. Ça, c'est un truc très important. Les gens ils me disent combien de temps ça va durer la séance d'acupuncture. Je leur dis ça dépend. Je mets l'aiguille. Si j'essaie de la retirer tout de suite, je vois que la peau, si vous voulez, est tirée un petit peu comme si on faisait une petite tente. Et Hmm. puis au bout d'un moment, quand j'essaie de la retirer, ben, la peau ne vient pas avec, ça sort tout seul. D'accord. Évidemment, si je voulais la retirer de suite, je le pourrais, mais il y aurait une sensation de brûlure, d'accrochage un peu désagréable. Alors que quand elle a fini son échange thermique et électrique, eh ben youpi, on peut l'enlever sans problème. D'accord. Très bien. Donc, c'est visible aussi, pas que au niveau des symptômes ou des conséquences physiques sur l'animal, c'est visible de par la manipulation de l'aiguille, quoi. La palpation par les doigts, ensuite la plantation, donc, le fait de mettre l'aiguille, la plantation de l'aiguille, et ensuite le fait de pouvoir la retirer facilement. Aussi, le temps qu'elle reste sur l'animal est intéressant aussi, ou sur une personne humaine d'ailleurs. Si on a un temps long pour obtenir un équilibre, ben, on peut supposer qu'il y avait du travail à faire, en quelque sorte. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu soignes comme trouble, comme pathologie, Alors, grâce ou en complément avec l'acupuncture?
l'acupuncture, alors les grandes lettres de noblesse de l'acupuncture reconnues par l'Organisation mondiale de la santé, universellement, incontestable, démontrées scientifiquement, c'est important de le dire, c'est tout ce qui est dans la lutte contre la douleur. Mm, L'acupuncture utilise en gros deux grands moyens. Un qui est la libération, parfois même massive, d'encéphaline, c'est-à-dire de la morphine maison, en quelque sorte. C'est pour ça que souvent on baille en sortant d'une séance d'acupuncture. Donc là, ça douche un peu tout l'organisme, toutes les douleurs. Et puis des combats contre la douleur qui sont spécifiques, qui vont se faire par une espèce de compétition du nerf. C'est-à-dire, en gros, vous avez l'estomac qui dit j'ai mal, le point qui correspond à l'estomac qui dit j'ai mal aussi. On mm, va traiter le point de l'estomac avec une aiguille ou même des fois avec des massages, hein, pourquoi pas. mhm, Et du coup, ben, comme il n'y a qu'un seul passage, il n'y a qu'une place dans l'ascenseur, eh bien, la douleur qui arrive, la sensation plutôt qu'on a fait au niveau du point d'acupuncture, va être prioritaire sur la sensation qui venait de l'estomac. Et du coup, on va plus sentir la douleur de l'estomac, on va sentir une vague sensation au niveau du point. Et ça s'explique très très bien en physiologie. Pour faire très court, toutes les fibres du tact du contact sont prioritaires sur les fibres de la douleur profonde. Qu'est-ce que vous faites quand vous vous êtes fait mal? Vous vous frottez. mm, Le tact enlève la douleur du coup de marteau que vous avez reçu sur le doigt ou autre. mm, Même quand vous soufflez sur quelque chose, c'est toujours les fibres du tact. Et ces mm, fibres, elles sont activées entre autres par le massage et également, éventuellement, par les aiguilles d'acupuncture qui vont avoir une espèce de compétition avec l'organe qui avait vraiment mal ou la cheville qui était tordue. Donc, pour la lutte contre la douleur, c'est reconnu, on sait comment ça marche, il y a plusieurs moyens d'action. L'acupuncture trouve sa place complètement. Et là, c'est énorme. Ça peut être la lutte contre la douleur en traumatologie, ensuite de hernie discale, à la place même quelquefois d'une opération quand elle n'est pas possible, mm, autour de toutes les maladies qui se font souffrir. Le cancer ne va pas être traité par acupuncture, mais les douleurs, les vomissements provoqués par le cancer peuvent être traités par acupuncture ou par les traitements aussi, les vomissements. Donc, médecine complémentaire contre la douleur, champion du monde, il n'y a pas de problème, mais aussi médecine de régulation. Dès qu'il y a du trop ou du pas assez. Un exemple tout simple, une chienne qui a été stérilisée peut avoir des fuites urinaires, tout d'accord. comme une femme qui perdrait ses hormones sexuelles au moment de la ménopause. Et dans les deux cas, la stimulation du sphincter de la vessie, des nerfs qui vont au sphincter de la vessie, va permettre de rétablir une continence normale. C'est un sacré confort, hein, quand vous avez une chienne qui tous les matins a mouillé qu'on s'appelle son coussin, Mm, et que tout d'un coup, ben, après 2 séances d'acupuncture, on a 80% de résultats positifs. mm, C'est-à-dire que 8 chiennes sur 10 ne sont plus incontinentes. C'est pas rien par rapport à la chienne qui doit prendre des médicaments pour lutter contre l'incontinence ou qui n'en prend pas et qui fait pipi tous les matins sur son lit. C'est un déséquilibre, le sphincter n'est pas assez serré, on va le stimuler, on va lui apporter de l'énergie. Et inversement, le chien qui est complètement coincé avec sa hernie discale, on va relâcher la compression qu'il y a, on va mm. détendre un peu tout ça avec des aiguilles d'acupuncture. Donc relâcher, stimuler et lutte contre la douleur, on a déjà des gros gros effets de l'acupuncture. D'accord. Et donc, c'est valable un petit peu ben, pour tout type de pathologie finalement. Oui, parce que finalement, beaucoup de problèmes digestifs sont des problèmes de déséquilibre. Mm, Trop, pas assez, trop de transit, pas trop de péristaltique, enfin trop de transit intestinal ou pas assez. En cardio, trop ou pas assez. En pulmonaire, trop ou pas assez. L'asthme, c'est une contraction complètement crispée des alvéoles pulmonaires. Alors, effectivement, on ne peut pas faire une séance d'acupuncture tous les jours, mais on peut relâcher un peu cette contraction. Donc, dès qu'il faut relâcher ou au contraire stimuler, l'acupuncture a sa place seule ou en complément. Pour lutter contre la douleur, elle a sa place. Alors, où est-ce qu'elle n'a pas sa place? Elle ne mm, va pas tuer les staphylocoques dorés, hein, on est d'accord. Donc, elle n'est pas efficace, elle ne peut pas remplacer les antibiotiques. mm, Elle ne va pas réparer une fracture. mm. Mais par contre, elle peut lutter contre la douleur autour de la fracture et même favoriser la cicatrisation. D'accord. Mais il faudra de la chirurgie, il faudra de la chimiothérapie si c'est un cancer. Elle va pas lutter contre le cancer, elle va lutter contre les effets secondaires liés au traitement et les effets secondaires du cancer lui-même aussi. D'accord, c'est très clair. Et ben justement, à partir de quel âge, par exemple, sur un chiot, on peut le pratiquer et à quelle période?
Alors, ça, c'est intéressant de parler du chiot, puisqu'on va parler un peu vite fait des outils de l'acupuncture. Moi, j'ai eu un enfant qui avait de l'atopie, qui était bébé, hein, qui avait 2 ans. On est allé voir une acupunctrice, je me suis dit, putain, ça va poser un problème, les aiguilles. Et en fait, elle a fait comme je fais, moi, avec des petits chiots ou des petits chats aussi, parce que les chats ne sont pas toujours très réceptifs aux aiguilles, enfin ils n'aiment pas trop ça forcément, même si ça fait pas grand mal, mais il faut pas en mettre beaucoup. Eh bien, on traite au laser, c'est-à-dire qu'on a un espèce de gros stylo laser, j'aurais pu le prendre, bon, ça ressemble à un gros stylo, hein, et qu'on va avec 2 fréquences, stimulation, relaxation, et on va les appliquer sur les points pendant environ, suivant la puissance du laser, souvent c'est de l'ordre de 1 minute ou 2 minutes par point pour essayer d'obtenir des effets sans agresser un très jeune chiot ou un très jeune enfant. D'accord. Donc pour les petits, pas Sur les d'aiguille. grands, on peut utiliser aussi le laser, mais le laser ne va pas très profond. Alors, par D'accord. définition, un chiot ou un chaton, il n'y a pas besoin d'aller à 2 centimètres de profondeur. Voilà. D'accord. Et pour les seniors, on utilise les aiguilles également, on peut le faire. Oui, les aiguilles, mais ça m'arrive quelquefois d'utiliser le laser sur des points, par exemple au niveau des doigts. Au niveau des doigts, D'accord. au niveau de la lèvre, au niveau du visage, ce sont des points superficiels. Donc là, le Mm. laser est moins impressionnant, on va dire, moins piquant. Et Oui. puis, peut-être que ça donne une image peut-être plus scientifique à certains clients. J'avoue que dans certains cas, j'utilise des aiguilles pour des clients qui vont être pas choqués par tout ce qui est énergie. Et quelquefois, j'utilise plus volontiers le laser par des gens qui sont plus avec l'étiquette scientifique, Mm. sachant que je fais exactement la même chose dans les 2 cas. Voilà. D'accord. Et du coup, il faut l'espacer de combien de temps? Comme... Alors, généralement, moi, je fais, alors sauf urgence, l'urgence, ça va être la hernie discale, le chien qui est Oui. paralysé, que je vois, mettons, le dimanche en urgence et qui va être opéré le lundi matin. Là, je vais faire une séance, et si jamais le chien n'est pas opérable, ça existe, ça peut arriver, soit pour des raisons financières, malheureusement, ça peut arriver, Mm. soit pour des raisons que le chirurgien ne le sent pas parce que la compression lui paraît trop importante, voire trop ancienne, peut-être qu'elle date de 2, 3 jours. À ce moment-là, je revois l'animal dès le lendemain. Mm. Et on a des résultats, même sur des hernies discales de stade 3 ou 4, c'est pas du 100%, loin de là, Mm. mais on arrive à avoir des résultats, par exemple, même sur le stade 4 qui est le plus grave, d'avoir 20% de chiens qui sont viables, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir se déplacer un peu en titubant, avec un petit peu d'incontinence, mais qui vont pouvoir se déplacer. Ce qui est incroyable par rapport à ce qu'est une hernie discale de stade 4. Et Mm. sur les stades 1 et 2, on a souvent de très bons résultats qui permettent même des fois de différer ou d'éviter l'opération. Mais là encore, le plus stable est quand même de faire un scanner pour voir si une opération est indispensable ou pas. Je ne cherche D'accord. pas à me substituer au scanner, je le complète avant ou après l'opération. Et je m'y substitue quand il y a un problème, une impossibilité. Chirurgien qui dit non, l'opération est trop, risque trop de ne pas marcher, Mm. ou au contraire, des fois les problèmes financiers aussi qui font que Mm. ou de distance. Des fois, mais à une époque, les hernies discales, on était obligé pour avoir un scanner, on était obligé d'envoyer à 150 km. Bon, Ouais. ben, les gens n'étaient pas toujours prêts à le faire, donc on essayait de trouver d'autres solutions. D'accord. Et pour un autre type de pathologie, Alors là, le plus fréquent, c'est je vois les animaux 2 fois à 8 jours pour obtenir un résultat probant ou pas. S'il y a un bon résultat, je dis de revenir dès qu'il y a un début de rechute. Souvent d'ailleurs d'être attentif au changement de saison. L'acupuncture, on ne se doute pas tout ce que notre organisme perçoit dans les changements de saison, notamment le passage du chaud au froid et du froid au chaud. mm, Et ce sont souvent des moments où on a besoin un peu de rééquilibrer l'organisme. oui, Historiquement, d'ailleurs, l'acupuncture était pratiquée sur les gens qui avaient certains moyens de manière régulière et notamment au changement de saison, avec la petite histoire rigolote qu'on payait l'acupuncteur à chaque fois qu'on allait le voir, mais si on tombait malade, on ne le payait pas parce que ça oui, veut dire qu'il n'avait pas bien anticipé qu'on s'appelle l'arrivée de la pathologie. oui. Voilà. En Asie notamment, acupuncteur ou pas, mais souvent, enfin, ça allait avec. Effectivement, le médecin, il était uniquement payé que si la personne tombait pas malade. Voilà, tout à fait. Ce serait intéressant de voir ça avec les voitures, d'ailleurs, d'aller voir régulièrement l'entretien et que les pannes ne soient pas payantes. Mais justement, du coup, tu as introduit ma prochaine question, c'est est-ce que, même si je connais un petit peu la réponse, est-ce que tu as beaucoup de familles qui viennent te voir en prévention? Alors oui, 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 je le développe beaucoup. C'est-à-dire que souvent sur les chiens qui ont eu, c'est un peu qui a bu boira, qui ont des faiblesses au niveau du dos notamment, bulldog français, teckel, Mm. j'ai certains seniors que je vois tous les mois, régulièrement.
Ça D'accord. m'arrive quelquefois de dire, bon, ben là, ce coup-ci, franchement, ça allait plutôt bien, il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc, la consultation d'entretien régulière, plus ou moins rapprochée suivant l'âge et le cas, oui, je la développe et elle est vraiment très bien perçue par la clientèle. Mais il y a eu justement, je faisais une comparaison un peu avec les voitures. Il y a eu une évolution de ça. On est passé d'une clientèle il y a 20 ans qui venait vous voir une fois par an pour les vaccins et qui venait s'il y avait une maladie entre-temps ou un accident. On est passé à une clientèle, certains laissent tomber les vaccins, c'est-à-dire qu'ils disent non pour des raisons de moyens ou autres, ou de, je veux dire, de principe ou autres, ils laissent tomber. Et d'autres, au contraire, disent, non, mais une fois par an pour mon animal, qui est important pour moi, qui est un être vivant, qui est exposé à tout un tas de choses positives ou négatives, c'est pas suffisant. Je veux pas attendre qu'il tombe malade, je veux que vous le voyez assez régulièrement. Donc, les médecins occidentaux ont créé les consultations pubertaires, les consultations d'entretien, tout ça. Et en acupuncture, alors là, ça vient tout naturellement. Venez me voir au premier jour humide, venez me voir quand il commencera à faire froid, venez me voir quand il commencera à faire chaud. Et là, on fait aussi bien de l'occidental. Attention, votre chien est âgé, avec la chaleur, il risque de tousser. Bon, cardiologie classique. Attention, il fait humide, ça risque de coincer, on va lui faire une petite séance d'acupuncture, etc. Donc ça s'intègre complètement dans la médecine moderne qui devient de plus en plus préventive et de moins en moins, on attend qu'il y ait une panne pour changer une pièce, quoi. Voilà. D'accord. Alors, en plus de l'acupuncture, on avait émergé ce qu'on appelle l'acupressure. Mhm. Enfin, quelle est la différence? Est-ce que c'est juste celui qui a le droit de pratiquer ou est-ce qu'il y a Alors, d'autres... dans les deux cas, je vous ai dit, le point est un point de dialogue. Donc, effectivement, d'un point de vue légal en France, le traitement par les points d'acupuncture, par la digipuncture, c'est-à-dire utiliser les doigts pour appuyer sur un point, digi et puncture, le point. Ça s'appelle le tuina, de manière assez codifiée. Et normalement, c'est pratiqué par les kinésithérapeutes. Ils n'ont pas le droit de planter des aiguilles. Planter des aiguilles ont le droit les médecins sur les humains, les vétérinaires sur les animaux, et les sages-femmes dans l'exercice de leur fonction, évidemment. Mais il est large, puisque souvent une femme enceinte peut avoir des lombalgies, des problèmes de fuite urinaire, etc., etc. Donc ça va au-delà de l'accouchement, hein. Et les dentistes aussi, dans des points qui auraient rapport avec la lutte contre la douleur dentaire, évidemment. Voilà, donc alors la digipuncture, ben, finalement, c'est un moyen de dialoguer avec le point comme l'aiguille. Légalement, elle est pratiquée de manière complète et, on va dire, scientifique par les kinésithérapeutes qui n'ont pas le droit de planter d'aiguille, n'ont le droit de planter les aiguilles que les médecins, les sages-femmes dans l'exercice de leurs fonctions et les dentistes pour la lutte contre la douleur dentaire et les vétérinaires évidemment dans l'exercice sur les animaux. Voilà, donc la digipuncture, ben, c'est une manière d'utiliser les points d'acupuncture avec les doigts qui vont appuyer sur le nerf, déclencher une réaction qui peut être une relaxation ou une stimulation. Et là, on retombe sur les différents massages chinois, les massages shiatsu qui sont des fois assez violents et Oui. stimulants, ou les massages relaxants que l'on connaît plus, qu'on va vous faire quand vous faites une thalassothérapie ou des choses comme ça, et qui vont solliciter notamment sur le dos toute une chaîne de points du dos. Et nous-mêmes, on se masse spontanément certains points, comme par exemple quand on a des crises d'asthme, les points d'oppression respiratoire au milieu du sternum. Un autre point amusant, c'est le premier point du méridien estomac qui est sur la joue. L'estomac, c'est avaler une situation. Et quand est-ce que vous avalez une situation? Ben, quand on vous pose une question où il faut répondre vite, par exemple. Allez, allez, dites-moi, dites-moi. Et vous connaissez cette situation au quotidien, quand vous allez faire vos courses, que vous êtes devant l'étal des fromages ou des légumes, et qu'on vous dit, alors, Madame Carmen, qu'est-ce que vous prenez comme fromage? Et là, hop, alors je vais prendre le morbier, je vais prendre le camembert, etc. Et regardez les gens dans les marchés, ils le font tous ça. Beaucoup Oui, de gens le c'est vrai. font, et se toucher, hop, je me stimule le méridien estomac, parce que là, je dois tout d'un coup prendre plein de décisions, savoir quel fromage et quels légumes je vais prendre, et du coup, j'ai la pression et j'ai ce réflexe de me stimuler là. Bon, ça, c'est un petit clin d'œil, mais il y a pas mal de points d'acupuncture qu'on a tendance à stimuler presque de manière instinctive, en quelque sorte. Et du Donc, coup, par rapport à la réflexologie, quand on parle de points d'acupressure, hein, donc avec les doigts, bien que ce soit pas sur tous les méridiens, mais on dit que voilà, à travers que ce soit la réflexologie palmaire, plantaire, auriculaire ou même faciale au niveau des animaux et même chez nous. oui. Euh,
On ne travaille pas sur tous les méridiens, tous ces points du Alors, corps. On va travailler sur des points spécifiques qui représentent, sont la représentation des organes vitaux. c'est ça. Alors, la réflexologie plantaire, l'acupuncture sur l'oreille, l'examen de la langue, l'acupuncture sur sur les points des pieds ou des mains, on peut aussi lire des choses dans l'iris, Oui, etc. Ouais, on va pas mettre des aiguilles dans l'iris, c'est pas bien. pas évident. On va avoir une série de points qui, neurologiquement, sont une espèce de micro-résumé de l'organisme entier. Alors, Mm. l'image la plus classique, c'est dans l'oreille, où on a en fait, dans une oreille, on a un bébé à l'envers. Ça serait la tête du Oui, bébé, son dos, etc., qui est enroulé en position fétale, et on retrouve les points du dos, etc., qui seraient comme sur une mini-carte. Alors, on peut faire de l'acupuncture sur ces points-là, évidemment. On met des aiguilles dans l'oreille, on met des aiguilles, on peut faire sous les pieds, c'est pas très agréable. Mais c'est ce qu'on appelle des microsystèmes, c'est-à-dire des ensembles de points effectivement acupuncturables ou massables qu'on peut masser et qui vont à la fois, encore une fois, témoigner de certaines souffrances d'organes et pouvoir servir également de messager pour aller traiter cette souffrance-là. Donc on est encore sur des points de dialogue avec la profondeur de l'organisme et qui en fait c'est comme si sur des zones très innervées de l'organisme, ben, le pied c'est innervé, il vaut mieux, la main aussi, oui. etc., sont des zones où il y a un espèce de résumé de l'organisme. Voilà. Ça a été moins exploré par la physiologie moderne et moins démontré, mais c'est utilisé régulièrement. Et du reste, tout ce qu'on utilise en acupuncture, avant que ça ait été démontré scientifiquement par des procédés assez lourds, et des connaissances assez importantes, eh ben, c'était pas démontré et ça marchait déjà, évidemment. Mm. Et est-ce que, par exemple, sur un animal qui serait hypersensible sur tout le corps, est-ce qu'on pourrait imaginer une alternative juste sur l'oreille, c'est-à-dire de faire de l'acupuncture sur ce résumé dont tu Alors, parles au niveau des organes, juste au niveau des oreilles, ce serait parce pas que... une très bonne idée parce que l'oreille d'abord est très sensible, donc on Ouais, va lui faire plus mal sur l'oreille que sur le dos, par exemple. d'accord. Et ensuite, il y a une cartographie qui est compliquée parce que tu l'as certainement remarqué, les oreilles des chiens sont très variables d'un chien à l'autre. Ouais, Tu prends un basset-hound ou un caniche, c'est pas les mêmes oreilles. ouais. Donc, Ça prend douille. la position des points est vraiment compliquée. Ouais. Il y avait eu deux thèses qui ont été faites sur ce sujet et ils s'étaient vraiment cassé la tête pour essayer de trouver une cartographie avec des rapports de proportion, tout ça, etc. Donc, concrètement, c'est pas utilisé et ça mériterait peut-être d'être un peu creusé. Mm. Mais c'est vrai que les lettres de noblesse de l'acupuncture, elles passent beaucoup par les points du dos, qui sont toute une série de points du méridien vessie, dont je parlais tout à l'heure qui Oui. sont toutes les cheminées de l'organisme, donc qui permettent d'avoir les voyants de l'estomac, du rein, du machin, etc. Et c'est pour ça que quand je vois en consultation un animal, je commence toujours par palper les points de son dos, parce que ça me renseigne sur plein de choses sur ses organes internes. D'accord. Et du coup, la limite entre l'ostéopathie et l'acupuncture, à part les aiguilles, parce que eux aussi, au Alors, toucher, ils c'est sont pas différents. dans les deux cas, on va avoir des médecines de régulation. Mm. Effectivement, l'ostéopathie ne va pas non plus tuer les staphylocoques, ni réparer une fracture. Elle va lever des tensions, comme l'acupuncture. Elle va permettre, disons que l'ostéopathie, définirais ça, je parle de l'ostéopathie de ressenti, pas celle du reboutage, on va dire. Celle du reboutage Non, non, non. Ouais. on Ah, reboot. Celle du ressenti, elle est bien aussi, hein, quand il y a quelque chose qui est mm. démis, qu'on remet, c'est très bien aussi. On peut faire des très belles choses, notamment sur le cheval. Mais l'ostéopathie en ressenti, celle qui est basée sur le mouvement respiratoire primaire, c'est une ostéopathie qui fait circuler. Et alors là, le point commun entre l'ostéopathie et l'énergie, ça serait que on cherche à avoir une bonne circulation. Alors les Chinois diront de l'énergie. On va dire que ça c'est comme si vous aviez j'aime bien la comparaison pour l'énergie. Imaginez une entreprise avec 12 ateliers, à la comptabilité, la réception du matériau, l'emballage, etc., la direction et compagnie, et qui a un petit bonhomme qui passe avec son café, et en plateau café, les petits biscuits et tout ça, des trucs sympas à manger. Il passe 2 heures toutes les 24 heures. Mhm. 2 heures d'abord dans le poumon, puis 2 heures dans le gros intestin, puis, etc. Et alors ça, j'aime beaucoup parce que, évidemment, pour un scientifique, ça ne veut pas dire grand-chose. L'énergie, c'est quoi? 2 heures partout, là. Mais du coup, on se retrouve avec des organes qui ont 2 heures de maximum, 2 heures de minimum. Si vous Mm. demandez à ce même scientifique
Tiens, mais pourquoi est-ce qu'on va faire, souvent on va aller à la selle le matin au réveil et pourquoi c'est bien? Eh bien, le Chinois va vous dire c'est l'heure de maximum d'énergie du gros intestin, c'est le moment où il va être en activité pour se libérer. Si vous demandez à un vétérinaire, au fait, pourquoi toutes les torsions d'estomac des grands chiens ont lieu à 8 heures du soir? Mm. Pas incapable de vous répondre. Il dit, ah mais parce qu'il vient de manger. Ah non, mais mon chien, il mange une demi-gamelle le matin, une demi-gamelle Midi. le soir. Mm. Oui, mais parce qu'il fait l'andouille juste après avoir mangé. Alors, ça a été prouvé qu'il y a des chiens qui font pas l'andouille, qui sont dans leur box et qui font une torsion Mm. d'estomac dans leur box. Et souvent, d'ailleurs, le chien qui vient de manger le matin, la première chose qu'il fait après, c'est d'aller faire le con dans le jardin. Mm. Donc, du coup, c'est pas, ça tient pas la route. Il devrait y avoir presque autant de torsions d'estomac le matin que le soir, Mm. en tout cas chez les chiens qui mangent matin et soir. Et bien, tout simplement, en acupuncture, on vous dit qu'à 8 heures du matin, l'estomac est particulièrement bien tonique, tendu, suspendu dans le corps du chien, même le très grand chien, et il est actif. C'est pour ça d'ailleurs qu'on nous dit, chez les humains, faites un gros repas le matin, un gros petit déjeuner plutôt qu'un gros dîner. Mm. On est loin de le faire ça, mais bon, c'est pas grave, c'est ce qu'on vous dit en diététique. Mm. Et par contre, le soir, l'estomac est un peu pendouillant, il est un peu comme un- un- Relax. un sac qu'on tient un peu trop mal. Et du coup, si jamais il commence à se tordre un peu par un effet de fermentation, eh Mm. bien, il fait un tour et il va faire la torsion d'estomac qui est absolument catastrophique chez le grand chien. Et là, vous avez une explication pourquoi il n'y a jamais de torsion d'estomac à 8 heures du matin et pourquoi il y a des torsions d'estomac à 8 heures du soir. D'ailleurs, les vétérinaires le savent bien, s'il y a une torsion d'estomac le matin, c'est qu'elle date de la veille au soir et le pronostic est très Mm. mauvais. Voilà. Donc, on a des explications, c'est ce que je vous disais que j'aimais bien dans l'acupuncture. Ça Mm. explique des choses qui ne sont pas dans les cours. C'est Ouais. pas en traduction. Et tout se passe comme si ce petit bonhomme portait 2 heures d'énergie dans chaque organe à une heure bien précise pour que chaque organe est toujours dans le même ordre. Eh bien, c'est pratique. Quelque part, ça nous permet d'interpréter qu'à telle heure, on ait plus ce problème que tel autre. Mm. Donc, et par voie de conséquence, il vaut quand même mieux donner à manger, donc le matin, d'un point de vue physiologique, que le soir. Tout à fait, dans cette histoire, Mm. dans cet esprit-là, tout à fait. Malheureusement, il y a des chiens, des fois, qui font des torsions d'estomac avec un estomac qui est assez peu rempli, simplement parce qu'il y avait cette flaccidité et Mm. cette facilité à se tordre à cette époque-là, parce qu'il y a eu un truc qui est un peu fermenté, parce qu'il a mangé un peu d'herbe et que l'herbe a fermenté ou des choses comme ça, quoi. Mm. D'accord. Effectivement, sur un très grand chien sujet aux torsions d'estomac, privilégier le repas du matin à condition qu'il le mange. C'est aussi ça. Oui, à condition qu'il le mange. Et du coup, sur les petits et moyens chiens, donc on le remarque moins, ce genre de... Oui, non, parce que l'estomac a moins de place pour tourner, tout simplement. Il est plus à Mm. l'étroit, C'est mécanique. plus tonique, et c'est plus tonique, c'est moins suspendu, c'est moins pendouillant. Oui, oui, non, c'est vraiment de la mécanique, hein, c'est vraiment de la mécanique. D'accord. Et, Ce qu'il faut retenir de l'acupuncture, surtout, c'est que ça y est, il n'y a pas de problème. Ça fait plus de 20 ans que plus de 25 ans même que c'est démontré scientifiquement, notamment pour les effets contre la douleur, qu'il n'y a pas besoin d'y croire pour que ça marche. D'ailleurs, les animaux n'y croient pas. Et le fait que ça marche très bien sur les animaux avec des choses très concrètes comme la chienne incontinente qui n'est plus incontinente ou le chien qui montait plus dans le SUV qui remonte dans le SUV, bon, ben, si l'animal il n'a pas d'effet placebo. Donc, il va remonter, elle va arrêter de faire pipi sur sa couche. Donc, c'est démontré, ça marche, c'est limité à certains effets et c'est très complémentaire du reste. Et en médecine, tout est complémentaire, comme en musique, comme en cuisine. Chaque culture apporte sa petite brique à la médecine, à la musique, à la peinture, à n'importe quel art, y compris l'art médical. on a évoqué plusieurs aspects au niveau des bienfaits physiques de l'acupuncture. Est-ce que tu peux nous parler maintenant des effets sur la sphère psychique? Alors, et ces deux effets sont complètement indissociables. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais traiter des organes d'un chien, sans le vouloir, ou d'un chat, sans le vouloir, je vais traiter aussi certains problèmes psychiques. En fait, dans la mesure où en acupuncture, le cerveau n'est pas dans un coin, un petit peu comme un président de la République distant serait dans le palais de l'Élysée, je ne cite personne, et le reste du monde serait ailleurs, eh bien non, le cerveau, il est connecté à tous les organes, on s'en doutait un petit peu, mais c'est comme s'il y avait un petit morceau d'organe de chaque organe dans le cerveau. On a commencé à en parler un peu en Occident en disant oh là là, l'intestin, c'est un second cerveau. Mais Mm. je vais annoncer avec un scoop la vessie, c'est un second cerveau, le rein, c'est un second cerveau, etc. C'est-à-dire qu'il y a des empreintes psychologiques de chaque organe en ping-pong, un peu entre le cerveau et l'organe. C'est-à-dire que la pathologie du cerveau, le climat du cerveau, colère, joie, anxiété, peur, va se projeter sur certains organes
de préférence, Hein. et inversement, ces organes de préférence vont se projeter sur le cerveau dans certaines zones qui vont provoquer de l'anxiété, de la peur, de la joie ou des choses comme ça. Donc on a un Alors François, avec ce que tu viens de nous dire, nous apprendre là, tu viens de casser un mythe. Tu nous dis que euh, l'estomac, du coup, n'est pas le deuxième cerveau. Donc on en a un petit peu de partout. Alors, il y a des cerveaux partout, oui, effectivement, en acupuncture, chaque organe est associé à un petit bout de cerveau. Et du coup, à chaque fois qu'on traite un organe, on traite aussi le petit bout de cerveau qui va avec. Et j'ai une anecdote que j'aime bien raconter à chaque fois. C'est un monsieur qui m'a amené un chien qui boitait. On a vu que chaque organe est également associé à un mouvement. Mhm. Le monsieur était assez mécontent parce qu'il avait eu beaucoup, beaucoup d'examens divers, scanners, radio, etc. Et personne ne trouvait pourquoi son chien boitait. Bon, il n'était pas tout jeune, mais disons que ça devait être une cause assez fine et qu'on n'arrivait pas à identifier. Donc il me dit, je vais essayer l'acupuncture, mais bon, on sentait qu'il était déjà un peu énervé d'avance parce que rien ne marchait, quoi. Donc je lui soigne son chien, qui était un boxer, et il revient, et je lui dis, revenez la semaine prochaine, on fera une deuxième séance. Et la semaine suivante, je vois le monsieur arriver détendu, souriant, etc. Je lui dis, bonjour, ça va? Il me dit, je suis content, hein. Et alors je lui dis, donc il boite plus? Il me dit, si, pareil. Alors là, je ne comprenais rien. Et il me dit, mais je retrouve mon chien. Je lui dis, comment ça, vous retrouvez? Ben, il me dit, il n'était pas bien avec, avec cette boiterie, il n'était pas bien. On n'avait plus les mêmes rapports. Et là, il est content à nouveau. Bon, il est encore gêné, mais il est content. Mais surtout, je lui dis, je retrouve mon chien, c'était plus mon chien. Et en fin de compte, alors visiblement, ce qui était intéressant pour le monsieur, c'était plus d'avoir un chien qui soit comme d'habitude plutôt qu'un chien qui boite pas. C'était intéressant parce qu'en soignant ma boiterie, en fait, j'avais décoincé beaucoup de choses au niveau psychologique. Et ça, je l'observe à chaque fois. Très souvent, les gens me disent, alors soit le problème va beaucoup mieux, soit le problème va un peu mieux, mais à chaque fois, il est mieux. On sent qu'il est mieux. Voilà. Et donc, il y a cette espèce d'effet nettoyage, rééquilibrage, j'ai envie de dire. Comme quand on dit, on fait les niveaux. Et ça, c'est très acupunctural. Ouais, mais attends, mais François, mais là, du coup, je dois relever quelque chose. C'est-à-dire que c'est, du coup, les bienfaits de l'acupuncture, c'est pas uniquement au niveau de la sphère physique et psychique de l'animal, ça va jusqu'à la sphère émotionnelle de l'humain, de Et l'animal. alors là, ce que tu dis, c'est super intéressant parce que je vais rebondir dessus. Et j'ai souvent des gens qui me disent, oh là là, mon chien a du diabète comme moi, ou mon chien est cardiaque comme moi, ou mon chien a des problèmes de vessie et de rein comme moi. Et pourtant, ces problèmes-là ne sont pas contagieux. Il ne s'agit pas d'infection ou de choses comme ça. Par contre, si mon problème, mettons, allez, on va prendre l'estomac, d'estomac me provoque de l'anxiété, cette anxiété, elle va être contagieuse avec le chien qui va avoir un problème d'estomac. Qui Et va donc, des l'avoir. fois, les coïncidences entre les pathologies, on va dire, du propriétaire et du chien, elles peuvent être liées à son environnement. Évidemment, si les deux habitent dans une maison super humide et froide, ils peuvent avoir des problèmes articulaires. Mais elles peuvent être liées aussi à une contagion, on va dire, psychologique. Une contagion qui est de l'ordre de du psy. Voilà. Parce que euh, du coup, est-ce que c'est un scoop, du coup, si tu me le confirmes, mais en soignant, je sais pas, un problème à l'estomac de l'animal parce que son humain a le même, est-ce que tu as déjà réussi à Non, soulager le ping-pong l'humain? inverse. Le ping-pong inverse. C'est pas impossible, puisque l'animal étant mieux, le propriétaire, qui par définition, il ne m'aurait pas amené l'animal si l'animal n'avait aucune importance pour lui. Donc, un des paramètres de vie du propriétaire se trouvant amélioré, il est Hmm. tout à fait possible que le propriétaire lui-même s'en trouve amélioré. Tout à fait. D'accord, ok. Ben ça, c'est extraordinaire, c'est bon à savoir, même si effectivement, du coup, il va se faire moins de soucis et d'un point de vue émotionnel, il va aller mieux, il va moins stresser pour l'animal. Bon, Ah après, ouais, ça tout ne à va fait. pas d'un point de vue physique pour autant euh, soigner sa maladie à lui, à l'humain. Tout à fait. Sinon, bah, ce serait extraordinaire, tu aurais plein de clients parce que du coup, pour le prix d'une consultation, bah, tu soignes l'animal et l'humain ce serait extraordinaire. Je pense que Ah, les... mais je pense que même les médecins qui ne pratiquent pas l'acupuncture, enfin les vétérinaires pardon, qui ne pratiquent pas l'acupuncture, ont souvent ressenti que le propriétaire, d'ailleurs il l'exprimait clairement, était mieux parce que l'animal était mieux. C'est un peu comme une maman avec son enfant qui est soulagée parce que l'enfant a l'air d'être soulagé, quoi. Voilà. Oui.
Et puis, comme on sait que l'état psychologique joue énormément et influe énormément sur l'état physique et donc sur une maladie, si on est ultra négatif avec des pensées négatives, bah, Oui. ça va influer sur la dégradation ou pas de la pathologie. Et à l'inverse, si on reste très optimiste, très positif, ça joue également en tirant vers le haut et en acceptant. D'autant plus que notre cerveau a la capacité, dans des proportions raisonnables, hein, mais d'aggraver ou d'améliorer une pathologie. Quelqu'un qui, par exemple, a une brûlure d'estomac à qui on dit fais gaffe, je connais quelqu'un qui est mort d'un ulcère à l'estomac, il avait juste des brûlures. Aussitôt, la personne a vraiment mal à l'estomac. Ouais. Si par contre on lui dit oh, t'inquiète pas, on a tous des brûlures d'estomac en ce moment, on mange trop vite et puis on n'est pas équilibré, etc. T'inquiète pas, vraiment, c'est le truc qu'à tout le monde. Et puis hop, du coup, vous avez moins mal à l'estomac. Donc le cerveau a la capacité d'amplifier ou d'apaiser dans certaines proportions. Évidemment, il va pas guérir un cancer par sa volonté ou au contraire le provoquer. Mais par contre, les climats psychologiques peuvent aggraver ou améliorer une situation. Très bien. Et souvent, d'ailleurs, on parlait de l'estomac qui est associé également aux mamelles et au sein. Et il y a beaucoup de cancers du sein sur des gens qui se trouvent face à une situation extrêmement violentes qu'ils ont dû avaler, séparation, deuil, etc., qui vont se projeter sur le méridien qui avale les situations, qui est le méridien de l'estomac et des mamelles et des seins pour les humains. Voilà. Et quand on dit avaler, bien entendu, ça sous-entend pas digérer. Voilà, alors c'est différent. Ah ouais. Si, un décès brutal, une séparation brutale, même des fois quelque chose de très positif. Je vous annonce que vous êtes directeur de votre nouvelle filiale aux États-Unis. Oh, c'est-à-dire, donc parfois une nouvelle qu'il faut avaler aussi, va se projeter plutôt sur l'estomac, les seins, les mamelles, alors qu'une situation qui traîne. Alors par exemple, une situation de couple à problème, une situation avec un enfant qui a un problème chronique, donc qu'on doit gérer, une situation dans une entreprise où il y a une mauvaise ambiance euh, permanente, ben là, ça va être plutôt être j'ai du mal à le digérer. Mhm. Ah, excusez l'expression, ça me fait chier. C'est-à-dire qu'on va être sur du plus profond, ça va être plus loin. Ça va plutôt être intestin grêle et gros intestin. D'accord. C'est pas Ok. tout à fait pareil. J'ai du mal à l'avaler et j'ai du mal à digérer. D'accord. Donc, c'est bien de faire le distinguo des deux. Voilà. Et ben parfait. Et ben sur ce bel exemple, on va. Oui, c'était très romantique, c'est terminé. Il faut ce qu'il faut, hein. Donc pour expliquer, pour comprendre. Donc merci beaucoup François pour avoir accepté cette invitation de l'ESTA et nous partager et ton savoir et ton expérience et ta pratique. Je te remercie énormément. J'espère que tous ceux qui vont suivre cette interview auront plaisir à la suivre et à la regarder comme moi. J'ai pris plaisir à la faire avec toi. Je te dis à très bientôt et Pareil. merci. Avec plaisir, merci. Au revoir. Au revoir.